Alexandre Lavoie pour Rebelle News et je me trouve présentement à la salle Le Bourgneuf à Québec puisqu'il y aura un panel de discussion qui se tiendra ici avec Francis Denis qui sera le médiateur. Nous aurons Jérôme Blanchet-Gravel qui est rédacteur et président du média Libre Média et nous aurons aussi le professeur Jean-François Caron qui est professeur à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Il est politicologue. Il est ici en tournée à Québec également pour promouvoir son nouveau livre. Et ce soir, ils tiendront un panel de discussion et le sujet sera « A-t-on raison d'avoir peur? » J'ai eu la chance d'interviewer Jean-François Caron ainsi que Jérôme Blanchet-Gravel avant même qu'ils tiennent le panel de ce soir et je vous invite à écouter l'entrevue complète et également voir quelques passages de la soirée. La peur, c'est un sentiment qui est absolument naturel, c'est inscrit dans la nature humaine, mais la peur, et je pense que c'est là le cœur du problème, la peur a deux extrêmes. Donc d'une part, vous avez la couardise, puis d'autre part, l'autre extrême, c'est la témérité. Les politiques publiques, la façon avec laquelle on présente le monde autour de nous, qu'on éduque nos enfants, on fait tout pour détruire la notion de courage. Puis ça, l'effet, c'est que ça crée une société post-héroïque où les gens qui font preuve d'esprit mesuré, d'un esprit rationnel, deviennent des parias hors normes. Pourquoi le thème « A-t-on raison d'avoir peur? » Parce que c'est un thème qui nous permet d'aborder plusieurs thèmes. Dans le fond, c'est un thème englobant, par exemple la question sanitaire, la question aussi des changements climatiques. Donc la peur, on le voit, est omniprésente au Québec. Ça a été amplifié durant la pandémie. La peur est un extrême, l'autre extrême étant la témérité. Et lorsqu'une société sombre soit dans la peur ou la témérité, les décisions deviennent irrationnelles, irréfléchies. Et puis on l'a vu dans le cas du sanitarisme, la société sécuritaire, le fait que les gens de plus en plus ont peur de perdre leur emploi ou d'être sanctionnés pour avoir tenu des propos malaisants. Donc on se rend compte que la peur, elle est vraiment inscrite dans la psyché collective, particulièrement ici au Québec, mais non seulement au Québec, partout ailleurs en Occident. Et puis, donc, c'est important d'étudier cette notion-là qui nous permet d'analyser différentes questions plus spécifiques, mais pour nous, la peur est l'élément englobant qui permet d'expliquer le sanitarisme, la société sécuritaire, le wokisme et aussi la témérité de certains leaders politiques sur les questions globales, sur les questions internationales. Puis on a vu durant la pandémie que les gouvernements avaient instrumentalisé la peur, donc on a utilisé la peur comme l'ont déjà fait des régimes autoritaires. Vu de l'étranger, c'est extrêmement gênant ce qui s'est passé ici. C'est pas vrai que c'était pareil en France, où je suis allé en France là, durant le passeport vaccinal, puis la moitié des restaurateurs ne me demandaient pas le passeport vaccinal. Allez vous asseoir, monsieur, et on regardera ça à l'addition. Puis là, évidemment, ils oubliaient à l'addition. Donc, on n'était pas du tout là ici. Je pense qu'il y avait été les commis de Walmart étaient transformés presque en douaniers sanitaires. Oui, je pense qu'il y a un avant et un après pandémie. Donc, la gestion de la pandémie a clairement accéléré un processus, si on veut, de déclin du libéralisme. Je pense qu'on est entré dans un nouveau paradigme idéologique. Donc, on est entré dans ce que j'appelle la société sécuritaire, donc c'est-à-dire une société où la valeur suprême, finalement, c'est la sécurité, souvent au détriment de la liberté. Après, je ne pense pas qu'il y ait de plan très clair des gouvernements. Il n'y a personne qui s'est assis vraiment pour dire, bon, on veut vraiment utiliser la peur. Bon, peut-être dans certains groupes là, qui n'ont pas été, exposés. Mais c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est vieux comme le monde, finalement, utiliser la peur pour contrôler certains comportements. Et on s'est rendu compte que oui, même les démocraties pouvaient utiliser des instruments réservés, en tout cas supposément réservés à des régimes autoritaires, pour peut-être changer les habitudes sociales dans la population. Comme la peur prédomine dans la psyché individuelle et collective des individus, des sociétés, sans s'en rendre compte qu'il y a un glissement graduel des sociétés démocratiques vers des politiques qui sont beaucoup plus proches des sociétés autoritaires qu'on peut retrouver dans le monde. Et ça, c'est extrêmement problématique. Puis, c'est une raison pour laquelle on tient un événement comme celui-ci ce soir, faire réfléchir les gens, qu'ils en prennent conscience et que ça permette d'éveiller les consciences des gens pour qu'il y ait un certain retour en arrière. Une peur qui est utilisée beaucoup récemment, c'est la peur de la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que c'est une peur qui est utilisée pour remodeler, en fait, le paysage politique? Remodeler, je ne sais pas. Associer
la droite plus standard à l'extrême droite, c'est-à-dire parler de l'extrême droite, forcément, permet de faire un peu de culpabilité par association. C'est-à-dire, si vous êtes à droite, peut-être que vous attirez des gens d'extrême droite, donc peut-être que vous-même, vous êtes infréquentable. À Radio-Canada, par exemple, on va voir, là, Pierre Poilievre, est-ce qu'il y aurait chez lui, chez les conservateurs fédéraux, des gens d'extrême droite? Bon, malgré qu'au Canada, en fait, on n'a pas vraiment de tradition forte d'extrême droite. Au Québec, il n'y a pas de mouvement d'extrême droite qui est organisé, qui a des tribunes, etc. Ça reste extrêmement marginal. On n'est pas du tout comme en Europe, là, où il y a carrément des vieilles racines à l'extrême droite, là, très facilement identifiables, etc. Quand on veut se débarrasser de son chien, on a simplement l'accuser d'avoir la rage, puis ça met un terme au débat. Donc, c'est la même chose. Des gens, en réalité, les gens plus à gauche sont pas nécessairement en mesure de bien défendre leur position. Donc, lorsqu'ils sont confrontés par une personne critique, bien, inévitablement, l'excuse facile, la sortie de secours facile, c'est de taxer l'autre d'être un fasciste, un individu d'extrême droite. Puis ça met un terme au débat. Et puis, c'est de plus en plus répandu. Puis, à la limite, c'est en train de devenir complètement risible, c'est loufoque. Les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent, puis moi, personnellement, j'ai l'intention de le dire ouvertement. Ben voilà, c'est le propos d'un individu d'extrême droite. M'en moquer, tout simplement, parce que cette accusation-là, elle est complètement loufoque, elle est infondée, et ça illustre l'incapacité des gens qui l'utilisent à simplement pouvoir confronter leurs idées avec les nôtres. Des données américaines quand même, des jeunes qui refusent d'avoir d'enfants par conscience environnementale, c'est dans le 30 là. Oui, mais ça, c'est le discours aussi. Ça les arrange bien, dans le fond. Aussi, oui. Ils veulent pas de responsabilité. Ils disent, ah, moi, je suis écologiste. Mais non, c'est parce que tu veux te pogner le cul toute ta vie. La peur des changements climatiques. Oui. Avec cette peur des changements climatiques-là, on a vu non seulement un journaliste à Radio-Canada qui disait que, notre démocratie faisait en sorte qu'on pouvait être... on n'était pas aussi rapide pour pouvoir contrer les changements climatiques. On a vu le maire Bruno Marchand faire une apologie de la Chine et de son régime dictatorial pour, en fait, aller pour contrer les changements climatiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette peur des changements climatiques-là qui, quand on dirait, on est en train d'accuser la démocratie d'être là et de nous empêcher d'agir? D'abord, il y a un imaginaire religieux qui se déploie. Les visions apocalyptiques du monde, c'est vu comme la Bible, c'est-à-dire c'est né avec le zoroastrisme, ensuite le peuple juif, etc. Donc c'est quelque chose de très chrétien. Vous savez, les gens avaient peur de l'an 1000 à l'époque, au Moyen Âge, tout ça. Même on a eu peur de l'an 2000, donc ce qu'on appelle le millénarisme, la peur des 1000, le retour du Christ, l'apocalypse de Jean. Vous voyez, il y a tout un imaginaire chrétien, judéo-chrétien, qui est déployé à travers l'écologisme de manière tout à fait irrationnelle. J'ai écrit un livre là-dessus, Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme. Donc, d'abord, il y a ça. Ensuite, la peur des changements climatiques, bien, il faut garder son sang-froid. Qu'il y ait des changements climatiques qu'on peut observer, oui, sans doute, mais c'est pas, évidemment, avec de la panique qu'on va pouvoir régler ça. Donc, forcément, il faut garder son sang-froid, regarder ça objectivement, éviter de normaliser l'état d'urgence. Récemment, au Québec, on vous a fait un reportage là-dessus. On a passé une loi sur finalement, l'urgence climatique, sur les catastrophes naturelles, la loi 50. Donc, on va pouvoir prendre des pouvoirs extraordinaires au nom de le rétablissement d'une situation jugée problématique sur le plan environnemental. Donc, est-ce qu'un glissement de terrain en Beauce peut justifier la suspension de liberté fondamentale? Moi, je pense que non. Évidemment, il faudrait que ce soit un tremblement de terre, disons, de l'ampleur de ce qu'il y a eu en Haïti, tout ça, là. Donc, on est en train aussi de normaliser l'état d'urgence. Le prof Caron, je vais le laisser poursuivre parce que c'est une question qui suit de près. Bien, ça, c'est un relan de l'état d'urgence pendant la pandémie qui a été vécu au Québec entre 2020 et 2022. C'est comme si les politiciens étaient nostalgiques de cette époque-là où ils pouvaient gouverner par décret. Donc, c'est quand je dis la banalisation, la normalisation de l'état d'urgence, c'est un bon exemple. Puis on voit en termes de changement climatique, vous avez des philosophes en Europe, un philosophe français en particulier, qui a suggéré l'année dernière qu'on devrait limiter le nombre de voyages en avion par individu au cours de leur vie. Il en va de la survie de la planète. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure de la peur et la témérité sont deux extrêmes, ce qu'on doit viser, c'est le juste milieu, l'équilibre. Quelle est la nature du danger auquel on est confronté et quelle est la mesure la plus proportionnée
pour pouvoir confronter ce danger-là. Donc, si effectivement changement climatique, la question, c'est de s'asseoir, d'étudier rationnellement la question, d'en discuter sans accuser les uns et les autres des fascistes et des extrémistes de droite, analyser la situation telle qu'elle est, les défis auxquels on est confronté et mettre en place les mesures qui sont les plus proportionnées possibles. Mais ça exige un esprit rationnel, à réfléchir de façon posée à ces questions-là. Donc, tout l'inverse de vivre dans la peur. Parce que lorsqu'on vit dans la peur, on vit dans l'hystérie, puis on en vient à prendre des décisions qui sont complètement hystériques et ça vient justifier, ça vient valider, apporter de l'eau au moulin à ces politiciens-là qui disent, bien, voici, comme pendant la pandémie, votre vie est en danger, les mesures sanitaires vous ont sauvé la vie, maintenant on est confronté à un autre danger existentiel qui est celui des changements climatiques. Vous devez nous donner les outils, les mêmes outils qui nous ont permis à l'époque de sauver votre vie. Donc on est dans un paradigme, un pattern politique, psychologique, qui est de plus en plus présent comme ça et malheureusement auquel de plus en plus d'individus semblent adhérer de manière quasi aveugle. Puis ça, bien, lorsqu'on y pense, bien, c'est une dérive vers l'autoritarisme et c'est tout l'inverse de ce à quoi une société libérale devrait prétendre, à quoi ça devrait ressembler. La peur de tout perdre, c'est la notion du homo laborans de Hannah Arendt. C'est notre vie tourne autour de notre travail. On est incapable de se penser sans notre travail. C'est notre travail qui nous donne une personnalité, qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de payer les comptes aussi. Donc, lorsque notre vie tourne autour du travail comme ça, bien, c'est extrêmement facile pour quiconque de nous manipuler, de nous faire faire à peu près, de nous faire faire ce qu'ils veulent qu'on fasse et de nous réduire au silence. Donc, il faut aussi ramener la question à la psychologie. C'est-à-dire, le grand paradoxe aussi, c'est que plus les sociétés sont confortables, plus elles sont riches, plus elles sont en sécurité et plus elles ont peur. Et encore une fois, le Québec est le laboratoire de ce genre de processus, si je peux dire. Et comment on rectifie le tir pour ramener la population à arrêter d'être dans l'hystérie, arrêter d'être dans la polarisation, arrêter d'être dans les extrêmes, dû au fait que probablement il y a une certaine peur aussi qui les amène à être de cette manière-là? Oui, mais la polarisation, disons, est aussi alimentée en partie par les réseaux sociaux. On le sait quand même, les algorithmes font en sorte que on est moins confronté aux idées contraires. C'est un peu moins vrai pour les gens de droite, apparemment, selon certaines études, mais encore là, que je dis droite pour ce que ça veut dire encore. Comment recréer des ponts? Bien, je dirais il faut du débat, il faut des médias aussi qui sont capables d'accueillir les deux points de vue pour que les gens se parlent. Donc forcément, vous avez des médias qui sont exclusivement réservés à des points de vue à droite ou à gauche, des journalistes mainstream qui excluent systématiquement les points de vue qu'ils jugent indésirables ou du moins contraires à ce qu'eux pensent. Mais là, c'est sûr qu'on ne va qu'alimenter encore plus la polarisation. Le problème, c'est ça, c'est comme la peur devient maintenant centrale dans les débats politiques, dans les questions journalistiques, médiatiques, bien, c'est impossible de faire le moindre compromis lorsque notre vie est en danger. Si je vous dis votre vie est en danger, vous allez dire bien, je suis prêt à accepter n'importe quoi parce que je n'ai qu'une seule vie après tout, puis je suis pas prêt à la sacrifier. Donc, il n'y a pas de matière à faire des compromis. Donc, lorsqu'un individu vous dit oui, mais peut-être que tu exagères peut-être un petit peu, peut-être un petit peu hystérique, il n'y aurait pas moyen de trouver une solution mitoyenne, les gens sont incapables de discuter lorsque la seule chose qu'ils ont en tête, c'est la crainte de mourir, cette peur-là. Donc, lorsque cet élément-là est l'élément primordial qui prédétermine à peu près tout dans l'esprit des gens, ça fait en sorte que ces gens-là sont incapables de discuter, incapables de faire des compromis, parce qu'encore une fois, on n'a qu'une seule vie à vivre. Il faut sortir de cette idée-là que tout ce qui nous entoure est une menace potentielle. Et ça, malheureusement, bien, ça prend de l'éducation, ça passe par les médias qui ont leur rôle, malheureusement, à jouer là-dedans, et puis, bien, malheureusement, ils ne le font pas, là. Mais c'est que le monde qui est en train de se dessiner devant nos yeux, vous avez l'émergence d'un bloc non libéral, illibéral, non démocratique autour de l'axe Moscou-Pékin. Et puis, si un jour ce bloc-là en vient à rompre définitivement avec l'Occident, ben, vous avez un énorme marché économique qui va se fermer à l'Occident par de la Chine, potentiellement de l'Inde aussi. Là. Imaginez, là, ça fait des milliards d'individus. Regardez aussi les ressources naturelles que ce bloc illibéral possède. Si on ajoute le Moyen-Orient à la donne, la Russie, évidemment, le pétrole, les terres rares,
vous êtes un expert un peu en politique étrangère. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. On voit que, bon, est-ce qu'on est au verge d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que la peur, justement, pourrait nous amener tranquillement à, justement, entrer dans une troisième guerre mondiale juste parce qu'on a une peur? Oui, bien, je dirais dans ce cas-là, c'est plus l'autre pendant, l'autre extrême de la peur, c'est la témérité. Moi, ce que je me rends compte depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis presque 2 ans et demi maintenant, de la part de l'Occident, il y a des volontés de s'en prendre à la Russie, mais d'aller jusqu'au bout, là, en se disant ça va réussir et on n'a pas le choix, on doit absolument là, renverser le régime de Vladimir Poutine. Il en coûtera ce qu'il en coûtera, on va fournir toutes les armes, l'argent que l'Ukraine a besoin pour pouvoir remporter cette guerre-là. Mais lorsqu'on agit de cette façon-là, c'est là où on peut franchir des lignes rouges qu'on ne devrait pas franchir et ça peut amener notre ennemi à augmenter la pression encore plus de son côté. Et là, c'est là où il peut y avoir on se retrouve dans un engrenage, comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Personne ne voulait le déclenchement d'une guerre à grande échelle en Europe à l'époque, mais tous les acteurs se sont retrouvés pris dans un engrenage infernal duquel ils ont été incapables de s'en sortir pendant 4 ans. Donc, c'est là le risque. Donc, dans le cas de la guerre en Ukraine, pour moi, c'est l'autre extrême de la peur, qui est la témérité. Et l'attitude qui devrait prédominer dans n'importe quelle société, c'est le juste équilibre entre la peur et la témérité. Moi, c'est ce que j'appelle le courage. Le courage, c'est en mesure d'accepter qu'on fait face à un danger, mais d'accepter qu'on ne doit pas exagérer la menace, on ne doit pas la sous-estimer non plus, et on doit pondérer notre réaction afin de bien faire face aux dangers auxquels on est actuellement confronté. Puis là, malheureusement, moi, c'est ma thèse sur le sujet, l'Occident est en train, en quelque sorte, de creuser sa propre tombe à cause de la témérité dont on fait face à la Russie. Et lorsqu'on a une attitude comme celle-là, on est incapable de bien réfléchir, de bien prendre en considération nos faiblesses, nos vulnérabilités et de bien comprendre le monde qui est en train de se dessiner, le monde de l'avenir, le monde des 50, 100 prochaines années qui est en train de se dessiner devant nos yeux. Mm-hmm. Justement, vous êtes en visite ici au Québec parce que vous lancez votre nouveau livre. Votre livre porte sur quoi? Ça porte sur la politique étrangère russe. J'essaie d'expliquer les raisons qui ont amené Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine. Donc, mis à part ce qu'on a entendu dans les médias mainstream sur lesquels Vladimir Poutine était fou ou en phase terminale, les gens plus sérieux ont développé une thèse principale qui est l'expansion de l'OTAN, qui a hérissé une frustration de la part des décideurs politiques russes qui ont perçu ça comme une menace, ce qui est vrai dans une très large mesure, mais je pense qu'il y a un autre élément qui n'est pas pris en considération, et c'est le fait que depuis une dizaine d'années, la Russie a développé sa politique étrangère comme étant un projet civilisationnel, qui est radicalement en opposition avec les valeurs occidentales. Et ça, c'est très présent dans les discours de Vladimir Poutine depuis une dizaine d'années. C'est de plus en plus présent aussi depuis le début de la guerre. Et ça, pour moi, ce discours-là va façonner le monde de demain. Donc, l'émergence d'un nouveau monde, d'un nouveau bloc qui s'articule autour de l'axe Moscou-Pékin-Téhéran risque fort bien de s'articuler autour de valeurs anti-occidentale, et ça, on n'en a pas conscience. Puis l'objectif du livre, c'est d'ouvrir les consciences à cette réalité-là pour qu'au moins les gens en soient conscients, puis éventuellement les décideurs politiques puissent être en mesure de prendre les bonnes décisions à la lumière de ce monde-là qui est en train de s'ouvrir devant nous. Mm-hmm. Votre livre est disponible? Disponible en librairie, s'intitule « Rousski Mir », qui signifie en russe le monde russe ou la paix russe, donc qui est l'équivalent de la Pax Americana de la fin de la guerre froide, qui va faire référence au monde convergent de 1991 à 2022, où thèse selon laquelle toutes les sociétés devaient converger autour des grands idéaux du libéralisme. Donc le monde qui s'oppose à la Pax Americana, c'est celui du Rousski Mir, du monde russe, qui est un monde anti-occidental, qui est articulé autour de valeurs qui sont contraires à l'esprit du libéralisme. Si vous désirez encourager notre journaliste, vous pouvez le faire à rebelfieldreports.com. Comme vous le savez, nous sommes un média indépendant comme Libre Média et nous ne prenons aucun argent du gouvernement. Donc, vous pouvez donner ce que vous êtes capable de donner à rebelfieldreports.com. Et merci en avance pour toutes les donations et votre support.